Bonsoir à toutes et à tous. Comme vous l'avez énormément demandé, nous revoilà avec le thème du génie civil à l'étranger. Aujourd'hui, avec l'ingénieur Monsieur Slimi Soufiane. Bonsoir à vous. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, merci pour cet effort. Merci pour tout ce que vous faites. C'est vraiment génial, j'ai bien aimé l'idée. Merci à tous. Merci à vous, monsieur. Merci. Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Bon, avant de commencer, je m'appelle Slimi Soufiane. À la base, je suis ingénieur en génie civil de l'USTHB. Désolé. En fait, pour le moment, je suis en tant qu'ingénieur en méthode d'exécution et organisation chez Lion Gross. Les gens qui ne connaissent pas Lion Gross, c'est une grosse boîte de TP et de bâtiments ici en France. Voilà, après avoir en fait réalisé, après avoir eu beaucoup en fait d'expérience, ça m'a permis en fait d'intégrer cette entreprise en travaux publics. On est en train de faire en fait tout ce qui est les travaux publics et le Grand Paris Express qui est connu pour le moment, qui a la demande, elle flambe chaque mois et chaque année. Voilà. Parfait. Donc, sachant que vous êtes ingénieur en génie civil en France, quelles sont les tâches que doit exécuter un ingénieur en génie civil? Pour vous répondre à cette question, en fait, c'est selon les domaines, en fait, parce que l'ingénieur en génie civil, il ne peut pas faire tout. Je parle d'ici en France, par exemple, c'est selon les domaines. Est-ce que c'est un ingénieur en génie civil qui vient de débuter ou un ingénieur en génie civil qui a vraiment de l'expérience? Quand je parle de l'expérience, c'est 2 ans au-delà. C'est 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. En fait, c'est selon son expérience, c'est selon le domaine, c'est-à-dire la filière où il souhaite en fait travailler, c'est-à-dire soit en travaux publics, en bâtiment, en fait ça n'a rien à voir. Mais ce qui est bien en ingénieur en génie civil, qui peut faire les deux, c'est-à-dire qu'il peut travailler en travaux publics et peut travailler en génie civil, quelles que soient ses études. Ça, ici en France, je vous le confirme. En fait, les principales tâches d'un ingénieur en génie civil, c'est concevoir, construire, et effectuer en fait des études complètes en avant-projet et envisager toutes les conséquences en fait pour réaliser les tâches. En fait, analyser, faire des analyses sur le terrain, faire des méthodes, les faisabilités, assurer également en fait l'avancement des travaux, sous charge aussi du calcul et en fait tout ce qui est simulation avec un respect en fait des normes et de la réglementation. La différence entre un ingénieur en génie civil en fait en France ou en Algérie, c'est en France en fait il a des responsabilités limitées, c'est-à-dire que ici si on travaille par exemple dans le travaux public ou dans le bâtiment, en fait on a des tâches spécifiques. Contrairement en Algérie, quand on fait un ingénieur en génie civil en Algérie, sur le chantier, vous êtes en fait, vous l'ingénieur, vous, en fait, c'est vous qui vous faites l'étude, c'est à vous de faire le suivi, c'est à vous, en fait, de faire les méthodes, c'est à vous, en fait, d'organiser, en fait, l'équipe. En fait, la différence, la différence ici en Algérie ou en France ici, c'est vraiment, c'est limité. Un ingénieur en génie civil en France, il a ses tâches spécifiques, c'est-à-dire que il y a des ingénieurs en génie civil qui font en fait des travaux publics, qui font des bâtiments, qui font des méthodes, qui font l'étude des prix. En fait, c'est selon la filière et selon l'expérience, bien sûr. D'accord, donc le travail d'un ingénieur est bien déterminé en France, c'est ça? Exactement, bien déterminé, avec un intervalle vraiment fermé. D'accord, donc ça le laisse entièrement pour se consacrer à son métier, c'est ça? Exactement. Sa spécialité, voilà, précisément. Voilà, s'il fait l'étude, c'est les DJ directement sur l'étude. S'il fait en fait du suivi du chantier, il est vraiment DJ sur le suivi du chantier. S'il fait de management, il est DJ dans le management. En fait, ça n'a rien à voir. Voilà. Bon, j'ai eu l'occasion en fait de travailler 2 ans en Algérie. C'est vraiment en Algérie, c'est des tâches très colossales. C'est-à-dire qu'on fait tout. On est là, on est sur chantier, on est au bureau, en fait, ça n'a vraiment rien à voir. D'accord. Donc,
Et y a-t-il des compétences ou des qualités précises qui sont demandées ou exigées par les recruteurs pour un ingénieur en génie civil? En Europe, bien sûr. En Europe, en fait, généralement, le premier critère, c'est la connaissance, en fait, la connaissance technique, hein. C'est-à-dire que vous êtes là, vous connaissez vraiment, en fait, ce que vous faites, vous maîtrisez vraiment les eurocodes. On parle des eurocodes, c'est le BAEL un petit peu modifié, hein, parce que généralement, on utilise directement les normes BAEL qui étaient modifiées en 99. Les différentes en fait, compétences, c'est être autonome, avoir un esprit d'initiative, la créativité. On sait très bien qu'un ingénieur, il faut qu'il soit créatif. Il trouve des solutions, en fait, le respect des normes, en fait, les bonnes qualités relationnelles, parce qu'ici en France, on parle beaucoup des qualités relationnelles, c'est-à-dire il faut vraiment avoir le sens de management. C'est-à-dire, il faut vraiment parler avec les gens, il faut savoir parler, savoir programmer, avoir de la créativité, avoir des méthodes efficaces. En fait, voilà en fait les principes, compétences qu'on demande ici par les recruteurs. Donc, et surtout le sens de la communication, c'est très important. Exactement. C'est très important d'avoir en fait une bonne qualité relationnelle. Parfait. Donc, peut-on travailler avec un diplôme d'ingénieur français en Algérie? Est-ce qu'il est reconnu, pour être plus précis? Un diplôme d'ingénieur français en Algérie? Oui, un ingénieur diplômé en France, qui a un diplôme français, qui veut travailler et revenir au pays, ici en Algérie. Est-ce qu'il peut, c'est Oui. faisable? Est-ce que c'est faisable? Il se fait juste de s'adapter. Il se fait juste de s'adapter aux normes algériennes, c'est-à-dire que c'est réciproque pour nous aussi, hein. Il faut vraiment s'adapter aux normes, c'est tout. Par exemple, si je parle des eurocodes ici en France, il y a le règlement parasismique algérien en France. Voilà, en fait, c'est ça la différence, c'est d'être en fait, de s'adapter directement aux normes du pays en fait où il va exercer son boulot. Parfait. Donc, connaissez-vous des entreprises multinationales du BTP, que ce soit en Algérie ou en France, qui demandent qui recrutent des ingénieurs en génie civil? Oui, est-ce qu'ils sont disponibles ou ils sont un peu en fait, il y a une forte demande, je ne vais pas vous le cacher, il y a une forte demande surtout pour les ingénieurs du nord d'Afrique, hein. Je parle pour les ingénieurs en fait algériens ou marocains, tunisiens. Ces derniers temps, c'est beaucoup plus marocains. Je connais plusieurs entreprises, c'est Vinci Construction, c'est CRA-GTM, il y a Eiffage, il y a le groupe italien Cipa aussi, il y a Alstom, il y a la RATP, il y a Colas. En fait, c'est des entreprises en fait internationaux qui fait appel aux ingénieurs en fait de certains pays africains. Et je précise bien, c'est les ingénieurs qui sont les Nord-Africains, hein. Je parle de la Tunisie, un petit peu l'Algérie et le Maroc. Mais il y a une forte demande pour les Marocains aussi parce que avec leurs écoles, avec leurs recherches qu'ils sont en train de vraiment de mettre en place, c'est logique qu'ils peuvent en fait avoir une forte demande par rapport à nous. Donc, ils sont fortement demandés à cause de leur bon cursus, c'est ça? Bien sûr, c'est pas le cursus parce que nous, si on compare les cursus et on compare vraiment les compétences, on est beaucoup mieux qu'eux, hein. C'est pas parce que je suis algérien, hein. Je suis en train de le voir et je suis sur terrain et je sais très bien. Et plus de 7 ans d'expérience ici en France, je connais très bien en fait. J'ai beaucoup d'amis marocains, beaucoup d'amis tunisiens. C'est par rapport en fait à leur publicité en fait. Ils ont une très très bonne pub. Et puis ils sont ouverts par rapport à nous, à d'entreprises telles que Vinci, telles que Eiffage. Si on regarde au Maroc, leurs travaux publics c'est réalisé par le groupe Vinci. Par rapport à nous, c'est beaucoup plus, je ne sais pas c'est qui maintenant, c'était le TRHB, mais maintenant je pense que c'est Considère. Voilà, en fait, ils travaillent directement en collaboration avec des entreprises internationales. Donc, vous trouvez que les ingénieurs de l'Afrique du Nord sont plus compétents et plus performants que les autres. C'est ça, c'est ce que vous voulez dire. Techniquement, oui. Techniquement, surtout techniquement. Techniquement, oui. La différence entre eux et nous, nous, on est fort techniquement, mais on est moins fort relationnellement.
on est un petit peu mal à l'aise au niveau du management. Vous pouvez développer, s'il vous plaît. En fait, tout ce qui est le management, je vais vous dire tout ce qui est relationnel, c'est-à-dire avoir les bons termes, savoir parler, faire des consultations. Ils sont très très bien organisés ici en France, hein. Les Français, en fait, leur point fort, je vais vous citer même une école, l'USTP, c'est une école de travaux publics. Et en fait, ils ont allez, entre 3 à 4 modules budget uniquement au management, comment parler, comment gagner, comment faire en fait, faire marcher en fait le travail, comment en fait faire des consultations. En fait, ils ont vraiment un relationnel, un sens de management trop élevé. D'accord. Est-il facile de trouver un poste comme ingénieur en génie civil en France? C'est plutôt faisable, non? Trop facile. Ah bon? Oui. Trop facile. Donc, parce que en fait, la France, elle est en train de développer en fait des chantiers à grande envergure. Et en fait, tout ce qui est le Grand Paris qui va faire aussi une embauche, qui va faire des embauches de malades ces 10 années qui viennent. En fait, il y a une demande en génie civil, travaux publics, bâtiments, la réhabilitation, une forte demande, vraiment. C'est facile de trouver le boulot. Parfait. Donc, tous les ingénieurs récemment diplômés pourront tenter leur chance en France. Exactement. Exactement. D'accord. Comment jugez-vous la formation du domaine du génie civil en France? Si vous me parlez du niveau technique, moi, je ne vois pas la différence, hein, le niveau technique. Quand on fait la résistance des matériaux à l'USTHB, et la résistance des matériaux dans l'école de chèque, l'école des hautes études de béton armé, béton précontrainte, je ne vois pas la différence. C'est juste que la différence entre la formation en Algérie et la formation en France, c'est la possibilité de faire des stages et la possibilité en fait d'entrer en alternance. En fait, c'est ça la différence. Nous, en Algérie, on trouve vraiment des difficultés pour intégrer un grand groupe. Par contre, ici, non, en fait, c'est leur droit et c'est vraiment les entreprises, les grandes entreprises, ils sont vraiment accessibles aux étudiants des grandes écoles ou universités. En fait, c'est ça la différence. Et puis, pour moi, en fait, j'ai fait des études ici dans le nord de la France. Je ne vois pas vraiment la différence, franchement. Donc, toujours fidèle à l'USTHB. En fait, l'USTHB, on a eu une très bonne formation et c'est grâce à eux qu'on est là, franchement, il faut pas le nier. Et alhamdoulilah, on a eu vraiment des enseignants à haut niveau et Dieu merci, quoi. En fait, ici, on n'a pas vraiment eu de difficultés. N'importe quel étudiant qui monte ici, il peut vraiment intégrer n'importe quel groupe. Et puis voilà, et il faut s'entraider aussi, hein, parce que ça marche aussi du bouche à l'oreille. On parle entre nous et puis on essaye de même présenter des gens qui viennent de chez nous, de les présenter à des grands groupes. Et puis vraiment, ils ont eu en fait, des expériences incroyables. C'est bien. Donc, quel est le parcours et la formation que doit suivre un conducteur de travaux en France, bien sûr? En fait, la différence entre un conducteur de travaux et l'ingénieur en génie civil, c'est l'ingénieur en génie civil, il peut pas faire conducteur de travaux parce que c'est une baisse de niveau, hein. Un conducteur de travaux ici en France, il peut faire un BTS Pro et pourquoi pas faire une formation dans un centre de formation professionnelle des adultes. Et au bout d'une année, en fait, il a cette validation d'acquis pour exercer son domaine. La différence entre un conducteur de travaux et comme je le disais en fait, et un ingénieur, c'est un conducteur de travaux, c'est beaucoup facile d'avoir ce titre. C'est-à-dire que même en fait, un gars, il était un chef compagnon ou un chef d'équipe, il peut facilement ici en France et à n'importe quel âge intégrer une école
une école en fait de formation, de formation professionnelle pour avoir ce titre de conducteur de travaux. Ben voilà. Pour moi, en fait, un ingénieur qui sort de l'USTHB ou n'importe quelle école, faire de la conduite de travaux, peut-être conduite principale, certes, mais faire en fait que la conduite de travaux, c'est une baisse de niveau. D'accord, donc être conducteur de travaux, c'est nettement plus facile qu'être ingénieur. Bien ce que sûr, vous voulez dire. bien sûr. Ça sera plus abordable à l'ingénieur, bien sûr. Exactement. D'accord. Donc, un ingénieur civil expérimenté en Algérie peut-il s'adapter facilement une fois en France? Facilement, facilement en fait, je ne vais pas dire facilement directement en fait. Et il peut avoir un petit peu de difficulté. Bon, il a de l'expérience certes, mais il ne faut pas oublier que la différence entre bon, les pays européens ou notre pays, c'est bien tout ce qui est matériaux, tout ce qui est matériel aussi. Hein. Voilà, ici la différence c'est beaucoup plus, comment dirais-je, ils ont beaucoup de matériaux, beaucoup de matériel. En fait, un ingénieur en génie civil expérimenté en Algérie, c'est pas question qu'il trouve du mal à s'intégrer ici. Loin de là, c'est juste, il lui faut un petit peu de temps. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'il s'adapte. Il faut en fait qu'il change les normes. C'est-à-dire qu'il vient ici, il faut vraiment qu'il s'adapte aux normes européennes. C'est-à-dire qu'il faut lire les eurocodes, il faut comprendre les eurocodes. Et pour cela, en fait, il a de l'expérience sur le terrain en Algérie. Il a de l'expérience dans un bureau d'études, par exemple. Pour en fait intégrer un grand groupe ici, c'est une question de temps, hein, je voulais dire. Hein. C'est-à-dire qu'il vient ici et il apprend les normes et puis voilà, il peut intégrer n'importe quel groupe. Donc, vous voulez dire qu'il doit changer de mentalité par rapport à celle qu'il y avait en Algérie et aussi en termes Exactement. de normes et de comportement aussi. Exactement, le comportement, la mentalité, voilà, le relationnel, je reviens toujours au relationnel parce que je sais très bien comment ça marche. Et puis, il faut vraiment qu'il s'investisse. Il a besoin d'un petit peu de temps pour s'investir uniquement pour leurs normes et être top. Hein. Je suis sûr et certain qu'un ingénieur expérimenté en Algérie, il peut venir ici à n'importe quel moment et il peut en fait prendre n'importe quel poste. Donc, il faut être patient et persévérant. Exactement. Vous êtes ingénieur méthode, n'est-ce pas? C'est ça. Oui, donc, quelles sont les tâches que vous avez l'habitude d'exécuter? Et si je vous retourne la question, pour réussir un projet, qu'est-ce qu'on doit faire? On va d'abord chercher de bons ingénieurs, de Oui. bons gestionnaires, Oui. des personnes intègres. Soit disant, vous avez les bons ingénieurs, vous avez tout. Vous avez les bons architectes, vous avez les bons directeurs, vous avez les bons managers. Quel est en fait le premier point pour vraiment réussir un projet? Il faut être sérieux. Sérieux, rigoureux, autonome. Mais le premier point, en fait, vraiment pour réussir un projet, c'est la planification. Oui. Si on ne réussit pas, en fait, la planification, le projet va pas aboutir. Voilà. En fait, mon métier, ingénieur en méthode d'exé et organisation, c'est ça, en fait. D'abord, c'est le savoir-faire, c'est comment on va faire. En fait, je participe aux différents échanges avec les équipes études des prix ainsi que les équipes des travaux en appel d'offres, c'est-à-dire en phase avant-projet, c'est-à-dire en fait de réaliser tout ce qui est planning objectif, décisionnel, planning main-d'œuvre. Ensuite, après ça, je réalise en fait tout ce qui est plan d'installation de chantier, les différents plans d'installation de chantier. Et je réalise aussi les modes constructifs, c'est comment on va construire. Ça, c'est en phase avant-projet. Et quand en fait on reçoit le projet, c'est-à-dire on prend le projet, l'ingénieur en méthode, il fait l'exécution, c'est-à-dire que préparer en fait les modes opératoires, faire les phasages de réalisation. En fait, le métier d'ingénieur en méthode, c'est le savoir-faire, c'est comment on va réaliser cette tâche. Planning, tâches, ressources, qualité, coût, délai, quantité. Puis voilà, c'est ça vraiment mon métier.
Donc, c'est l'art de la gestion. Exactement. C'est pure gestion. C'est pure gestion. Ça Voilà. rentre dans la gestion. C'est une gestion pure. Ensuite, il y a aussi, il faut être chargé d'ouvrage provisoire, c'est-à-dire il faut calculer un petit peu parce que il faut vraiment avoir des notions de calcul des ouvrages en fait, provisoires, comme les ascenseurs, les platellages, les dalles, les trucs, voilà, les poteaux. Ça, il faut vraiment avoir des connaissances techniques. Donc, il faut avoir quelques d'autres notions, donc quelques autres Exactement. trucs. D'accord. Exactement. Donc, puis-je décrocher un contrat de travail en France? Comment faire? Ok. En fait, pour décrocher un poste de travail ici en France, et en fait, il y a des plateformes, hein, il y a des plateformes sur Internet, il y a des sites qui sont dédiés pour ça. En fait, et ces différents sites, c'est LinkedIn déjà, il fait partie. Et il y a aussi, en fait, tout ce qui est APEC, tout ce qui est cadre emploi, et il y a aussi des autres sites, Indeed, Monster, et puis il y a aussi des boîtes de recrutement. Si on veut vraiment décrocher, en fait, un job, c'est de s'orienter vers des boîtes de recrutement qui s'en chargent vraiment de ça. Ensuite, il y a des candidatures spontanées, il ne faut pas négliger ça aussi, parce que faire des candidatures spontanées, ça joue, ça a un rôle. C'est-à-dire que voilà, vous connaissez une entreprise comme Eiffage ou comme Lyon Grosse ou comme Vinci Construction, on rentre directement sur le site et voilà, on a des onglets en fait candidature spontanée et on fait la candidature. Et puis voilà, au bout d'un moment, vous allez avoir en fait une appel et puis voilà, des entretiens et voilà, et tout ce qui est démarche, tout ce qui suit en fait pour une pré-embauche et ensuite l'embauche. Voilà, Donc, je parle pour un ingénieur algérien qui vient ici. En fait, un conseil, c'est de ne pas avoir peur de faire des formations. Il n'y a aucun souci en fait ici. Un ingénieur en génie civil, il est reconnu ici à condition qu'il soit sorti en fait, soit dans une école de travaux publics, je vais citer parce que moi j'habite à Alger, je vais citer celle de Cuba, ou en fait une université des sciences et de la technologie comme en fait celle de l'USTHB. En fait, il peut venir ici, il faut en fait, il faut pas avoir peur de faire des formations. C'est une durée d'une année, il fait la formation et puis voilà, il est axé au marché du travail, ça pose aucun problème. Donc, il ne faut pas avoir peur de faire des formations et de se lancer. Exactement. Il faut se lancer, avoir le courage de faire cette formation et puis voilà. À titre d'exemple, quels sont les obstacles que vous avez rencontrés en tant qu'ingénieur? Que ce soit sur chantier, dans un BET ou dans une entreprise ou... Sur chantier, en fait, au départ, je ne vais pas vous le cacher, c'est les normes, hein. C'est l'appellation en fait des normes. C'est-à-dire que moi, j'avais l'habitude d'utiliser le BAEL avant en fait d'intégrer, avant en fait de faire cette mise à jour parce que moi, quand je suis venu en France, j'ai fait de la géomatériaux, hein. J'ai fait un petit peu de la géotechnique, hein. C'est-à-dire que voilà, je me suis orienté vers tout ce qui est géotechnique, fondation profonde, fondation superficielle, parce que j'avais pas cette notion et j'ai vu que cette notion me manquait. C'est très important de faire de la géotechnique, c'est très important de faire tout ce qui est mécanique des sols. Je vais pas vous le cacher, en fait, la première fois quand je suis rentré, c'est beaucoup plus les notions et le matériel. Ça m'a fait vraiment, j'étais vraiment choqué quand j'ai vu le nombre de matériel qu'ils ont. Des matériels différents, des matériaux aussi différents. J'étais étonné, en fait. C'est la seule difficulté que j'ai eue. Ensuite, au bout d'un moment, au bout de 3, 4, 5, 6 mois, je me suis intégré et ça roulait tout seul. Donc, c'était le démarrage qui a été un peu difficile. Exactement. Donc, parfait. Donc, comment vous avez vécu la transition étudiant-ingénieur? Est-ce que vous avez été embauché facilement? Est-ce que c'était un peu difficile? Ici en France ou en Algérie? En France, beaucoup plus. En fait, en France, je vais pas vous le cacher, vous allez trouver du travail avant de terminer même les études, hein. Des fois, en fait, on était en stage, comme moi, j'ai fait un stage dans un fait, laboratoire central. C'est le laboratoire central des travaux publics. C'est celle qu'on a, c'est la même chose, ce qu'on a à l'UCN,
à Lucindé, ouais, Lucindé, un truc comme ça. Ouais. De toute façon, c'est un laboratoire central des travaux publics. On faisait en fait tout ce qui est les essais mécaniques et tout. Moi, j'ai fait en fait un stage là-bas et au bout de 4 mois, mon stage c'était 6 mois. Au bout de 4 mois, en fait, j'ai eu l'appel hein, et j'ai commencé dans un domaine différent. Hein. Je faisais en fait de la géomatériaux. Et je me suis retrouvé de faire en fait un ingénieur d'enveloppe bâtiment, c'est-à-dire que je calcule en fait tout ce qui est étanchéité bâtiment. Je n'ai pas refusé, je ne vais pas vous le cacher parce que j'avais en fait cette idée de rester. Et quand on a l'idée de rester, c'est signer rapidement et faire en fait un changement de statut. En fait, voilà. Franchement, ici, on ne trouve pas du mal pour trouver le boulot. On peut trouver le boulot même avant de terminer les études. Donc, c'est un avantage majeur, Et surtout dans le génie civil. bien sûr. Il faut préciser parce que le génie civil, c'est un domaine vaste et il y a beaucoup de boulot en France ou dans n'importe quel pays européen ou dans le monde. Donc, c'est un atout majeur qui a penché en votre faveur. Parfait, exact. Donc, quels sont les logiciels à maîtriser quand on est un ingénieur méthode? En fait, c'est selon, comme je disais, c'est selon en fait le domaine. Par exemple, moi, en méthode, j'utilise beaucoup plus en fait AutoCAD et j'utilise Revit. J'utilise aussi en fait tout ce qui est MS Project et puis tout ce qui est en fait Office, hein, le Word, Excel et PowerPoint. Quand on est en bureau d'études, on utilise dans le béton armé, c'est beaucoup plus étapes, c'est arches et aussi à défaire. Et dans la charpente métallique, c'est beaucoup plus robot. Voilà ce qu'on utilise ici en France. Donc, robot et TAPS pour la charpente et le béton. Robot, étape, c'est arche et à défaire. Est-ce qu'il existe des entreprises multinationales qui recrutent des ingénieurs algériens sans avoir à refaire leur cursus universitaire en France? C'est faisable. C'est faisable. Et la seule, c'est d'avoir en fait ce fil-là, parce qu'il faut le trouver le fil. Hein. C'est-à-dire, il faut trouver quelqu'un qui travaille, par exemple, ici, chez Vinci Construction. Et puis voilà, on peut lui faire une transaction directement. C'est-à-dire, vous allez lui donner en fait un CV et puis il va faire le reste. Mais je ne vais pas vous le cacher, il regarde beaucoup plus le Maroc. Il regarde beaucoup plus le Maroc parce que c'est le pays qui est, en fait, leur pays, il est ouvert à ces entreprises. Par contre, nous, on est un petit peu fermé. Hein. Nous, en fait, on veut faire tout seul, quoi. Mais il y a beaucoup de recruteurs en fait qui recrutent en fait les Nord-Africains. Si je parle vraiment des Algériens, il faut vraiment avoir ce fil-là. Et puis il y a une entreprise qui recrute, je pense, elle s'appelle Chipa. C'est une entreprise italienne. Ça, par contre, je pense qu'elle recrute directement les ingénieurs en fait algériens de là-bas directement et qu'ils les ramènent ici. Donc c'est beaucoup plus dû aux relations professionnelles. Exactement. Dû aux relations, même plus loin. Hein. Il n'y a pas le professionnel, même relations étatiques même. Ah oui, donc c'est dans les plus grandes sphères. Ouais, exactement. On connaît très bien comment ça marche entre la France et l'Algérie ces derniers temps. Et ça a vraiment un impact pour nos ingénieurs. Tout ce qui est en relation entre les deux pays, c'est normal. Exactement. Est-ce que l'ingénieur méthode est indispensable pour la réalisation des routes? En France, oui. En France, il n'y a pas une entreprise qui n'a pas en fait un ingénieur méthode. Si vous n'avez pas un ingénieur méthode, ça ne marche pas. Donc, il est indispensable pour la gestion et pour la planification et ainsi de suite. Même pour la réalisation et la supervision. Je vais même être clair. La méthode, c'est 3% de chiffre d'affaires. Et tout ce qui est structure et la stabilité, c'est 2% de chiffre d'affaires. C'est-à-dire que les méthodes, c'est beaucoup plus que même la stabilité et l'architecture. Bien sûr. Donc, 5%, c'est énorme pour un projet quand même. Exactement. Les formations de logiciels en France sont-elles payantes? Oui, les formations, c'est trop cher. Quand on fait une formation trop chère et courte. Le pire, c'est pas question qu'on paye cher, on paye loin. On paye cher, mais la durée en fait de cette formation. Généralement, la durée d'une formation d'AutoCAD, c'est 48 heures. Hein.
vous allez rigoler. 48 heures pour AutoCAD, 48 heures pour Revit, c'est juste initialisation. Et si vous voulez aller partir en fait un petit peu loin, faire une semaine, c'est beaucoup plus d'argent. Et puis, il y a une part de… Bon, si on ne travaille pas, si on ne bosse pas, on a peut-être en fait cette chance de faire cette formation gratuite financée par le Pôle emploi, si on est demandeur d'emploi. Si on n'est pas demandeur d'emploi, il faut que l'entreprise trouve ça utile, vraiment. Il faut qu'elle trouve que cette formation, elle est utile pour l'ingénieur, pour lui payer cette formation qui est vraiment chère. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec l'Algérie. L'Algérie même, on a même des connaissances des gars. Voilà, allez, il y a un gars qui connaît AutoCAD, allez, c'est vite fait, on va faire AutoCAD, il n'y a aucun souci. Mais ici, c'est pas le cas. Quand il y a quelqu'un qui connaît, en fait, il garde pour lui parce qu'il a payé cher. Quel est, à votre avis, le meilleur master au niveau des universités françaises? C'est le meilleur master ici, c'est Pont et Chaussée, hein. C'est Pont et Chaussée de Paris, hein. C'est l'école Polytech de Paris. Pont et Chaussée, c'est le meilleur master, pour le moment. Et je pense que ça va être pour toujours même. Parce que je vais vous le dire, c'est un ingénieur de Polytech, quand il sort de l'école polytechnique de Paris, en fait, c'est pas la même négociation, hein. Au moment de faire l'entretien, ce n'est même pas la même négociation par rapport à un ingénieur qui sort de l'université de Lille 2, l'université de Valenciennes, l'université ici à Paris. C'est pas du tout la même chose. C'est pas les mêmes négociations. Et voilà, en fait, voilà la différence, hein. Donc, une personne vous pose la question, je suis étudiante en deuxième année master et je veux poursuivre mes études en France. Dois-je Oui. postuler pour un M1 ou un M2 pour une meilleure formation? Non, c'est le M2. Il faut postuler en M2, c'est dans une école, en fait. Je vais vous citer une école, là, si vous voulez postuler. C'est par exemple l'école du Chèque, hein, l'école des hautes études de béton armé et béton précontrainte ou l'école de la charpente métallique aussi, c'est la même. Vous pouvez directement postuler pour faire une année ici à l'école du Chèque. Et juste après, vous êtes reconnu, et puis voilà, bien payé, et ça n'en pose aucun problème. Pourquoi vous allez faire Master 1, Master 2? Vous allez faire le… En fait, quand vous allez venir ici, je vous assure et je vous le garantis que c'est le même Master que vous allez faire, hein. C'est le Master que vous avez fait à l'USTHB ou n'importe quelle université en Algérie. Je parle des universités françaises, hein, francophones, hein. En fait, voilà, quand vous allez faire un Master 1 à l'USTHB, quand vous allez venir ici pour faire, je ne sais pas, en fait, du génie civil et d'urbanisme ou un truc comme ça dans une université, c'est le même Master 1 que vous allez faire déjà en Algérie, c'est une perte de temps. Alors, il faut viser directement en fait, les écoles, faire une année et puis rentrer directement dans la vie professionnelle. Inch'Allah, d'accord. Les sociétés françaises prennent-elles en compte les stages réalisés en Algérie lors du recrutement? Oui. En fait, tous les stages et toutes les expériences en fait, qui sont faites auparavant, non. Je ne vais pas vous le cacher. Si je retourne, bon, je ne pars pas loin, je parle 2011-2012. En fait, tout ce que vous faites, en fait, tout ce qu'on a fait en fait, à l'étranger, ce n'était pas reconnu. Mais il y avait une loi qui a été votée, je pense, en 2014. C'est en fait de permettre aux entreprises en fait, françaises de reconnaître vraiment tout ce qui est stage à l'étranger. Et puis voilà, tout ce qui est stage, tout ce qui est en fait expérience professionnelle, ils sont vraiment reconnus ici en France. Si on a fait 2 ans en fait, des travaux en Algérie, c'est reconnu ici, hein. En fait, vous pouvez même les négocier autant qu'expérience. D'accord, parfait. Connaissez-vous des universités qui ne sont pas sélectives en génie civil, en France toujours? Je connais l'université de Valenciennes. L'université de Valenciennes du nord de France, elle n'est pas loin, c'est à 200 km de Paris. Et voilà, elle n'est pas sélective. C'est une université de génie civil et d'urbanisme. À part ça, je connais pas trop. D'accord.
Que conseillez-vous aux ingénieurs nouvellement sortis de leur formation académique comme continuité dans le but d'acquérir une bonne expérience? Moi, en fait, je conseille toujours, en fait, c'est de changer l'horizon et d'essayer, en fait, de faire des études à l'étranger et de comparer, en fait, la différence entre nous et eux et voilà, et d'avancer et de voir loin et de ne pas reculer. On est vraiment bien formé, vous inquiétez pas. Et puis voilà, et bonne chance à tout le monde. Et il faut vraiment foncer, quoi. Il faut pas avoir peur. Donc, pour quelqu'un qui est récemment diplômé, vaut Bon, mieux faire une autre spécialité, par exemple, pour être en plus fait, ouvert au génie voilà, civil. voilà, il est, par exemple, si je prends quelqu'un qui est, par exemple, en fait, diplômé en tant qu'ingénieur en génie civil, option bâtiment, voilà, soit, en fait, s'il arrive à trouver du boulot, qui garde son boulot, qui fait du bâtiment, uniquement du bâtiment, ensuite ça devient rituel, ça devient, en fait, c'est comme le travail à la chaîne, ça devient répétitif et à un certain temps, il va péter les plombs, il va dire non, moi, c'est ce métier, je le hais. Alors, je conseille vraiment qu'il pénètre un petit peu plus et de voir plus. Pourquoi pas de voir le TP, pourquoi pas de voir tout ce qui est charpente métallique, pourquoi pas de voir en fait la filière qui est en train d'exploser ici en France, c'est le bois, en fait, la construction en bois. En fait, voilà, en fait, pour moi, c'est ça. Donc, quel est le domaine le plus actif en France? Le béton armé ou bien la charpente métallique? Le béton armé. Je sais, en France, si je vous donne en fait quelques infos, en formation, en France, en fait, il y a 1 mètre cube de béton armé pour chaque habitant, hein, c'est juste pour info. Mais en fait, c'est selon les régions aussi, hein, je ne vais pas vous le cacher, mais le béton armé, en fait, qui prend de la place, et la charpente métallique dans les zones, en fait, un petit peu éloignées, comme voilà, les zones industrielles, comme le sud, par exemple, le sud de la France. Mais comme on sait très bien que la charpente métallique, elle est trop chère, en fait, tout le monde fait du béton, hein, fait du béton armé. Et voilà, c'est le béton armé qui l'emporte à chaque fois. Donc, une autre question. Oui. Le salaire de base pour un ingénieur génie civil en France? Le salaire de base, je vais vous donner une fourchette. Le salaire de base, il est entre 34 000 et 37 000 euros annuels. C'est-à-dire, on peut avoir 2 000 euros net annuels. Ça, c'est pour un débutant. Au bout de 2 années, 3 années, il peut atteindre 45 000. 45 000, c'est-à-dire, allez, on tourne autour de 2 500 euros net. Et en fait, et à partir de 10 ans, c'est des salaires élevés. C'est des 60 000, 75 000, 65 000 euros par an. Et c'est des salaires de 3 500 euros net. Donc, le salaire commence à partir de 2 000 euros, c'est ça? C'est ça. D'accord. Donc, concernant la formation du doctorat en France, est-ce qu'on peut accéder directement avec un master algérien? Je pense qu'il faut refaire une année. Pour avoir l'équivalence. Voilà, il faut refaire une année pour avoir l'équivalence. Ou, en fait, il existe aussi ici une plateforme qui s'appelle INIC NARIC. C'est la reconnaissance des diplômes étrangers ici en France, qui s'appelle INIC NARIC. Et ça, en fait, c'est une plateforme qui reconnaît en fait les diplômes obtenus en Algérie. En fait, il vous donne directement en fait une attestation d'équivalence. Ici, vous êtes apte pour faire doctorat. Si vous avez de la chance que le diplôme en fait il est reconnu, vous êtes apte pour le faire, vous allez le faire. Si vous n'êtes pas apte, de préférence en fait de refaire une année du master 2 et s'inscrire en fait en master 2 recherche et puis voilà et faire doctorat. Donc, merci à vous, monsieur Slim et Sofiane, pour ce webinaire qui a été très utile pour nous. On arrive donc à la fin. On n'a plus qu'à vous souhaiter beaucoup de réussite dans votre parcours professionnel. Merci. Et pour ne pas se retrouver dans un prochain webinaire. Il n'y a pas de souci, il n'y a aucun problème. Je suis disponible à n'importe quel moment, même pour les supports techniques, il n'y a aucun souci, je peux échanger ça.
pour les jeunes ingénieurs. Ils peuvent en fait me contacter directement sur le LinkedIn pour plus d'infos. Il n'y a aucun souci. Et je vous remercie pour les efforts que vous faites. C'est une plateforme exceptionnelle. On n'a jamais eu ça à l'USTHB, hein. On n'a jamais eu ça. Et je vous remercie pour les efforts que vous faites et bonne chance pour la suite. Et on est disponible à n'importe quel moment. Merci beaucoup, monsieur. C'était un honneur de vous recevoir avec nous. Merci. Donc, merci à nos participants pour votre attention. Et si vous avez aimé le contenu d'aujourd'hui, n'oubliez pas de nous faire savoir sur nos réseaux sociaux affichés sur le chat et de vous abonner pour être toujours notifié des prochaines activités, Inch'Allah. À la prochaine. Au revoir. Merci. Ciao.